c'est à vous. Alexandre Templier, donc président de la société Quinten. On parlera d'ailleurs d'une actualité qu'on partage avec vous demain midi sur notre stand du salon Santexpo. On vous remercie parce que vous êtes nombreux à avoir poursuivi votre journée qui était déjà très dense sur le salon en nous ayant rejoints. Demain, nous serons encore au rendez-vous sur le salon, on vous accueillera. Et puis, il y aura à midi donc une actualité dont on reparlera avec votre société. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Beaucoup de choses ont été dites depuis tout à l'heure et donc je vais tâcher d'être concis, et en particulier suite à l'exposé de Shirley qui vient de vous faire un exposé brillant des différentes technologies finalement qui existent dans l'intelligence artificielle. Quelques messages. Un premier message, si j'avais un objectif ce soir, c'est peut-être pour ceux qui ont encore une idée peu précise de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut dire que tout ce qu'on entend sur le sujet n'aide pas à avoir une idée précise. Je tiens à insister sur l'importance de démystifier cette thématique. Il y a toute une histoire, hein, si on prend les dates clés, dans les années 2000, on parlait des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication. En 2010, Big Data, toutes les grandes entreprises s'équipent d'infrastructures pour gérer des données massives, les mégadonnées, comme on dit en français. 2012, 2 ans après, la data science comme une sorte de synthèse de toutes les techniques d'analyse de données. Et puis, effectivement, en 2015, l'arrivée du deep learning, qui, avec des applications toutes plus spectaculaires les unes que les autres, font finalement fantasmer l'inconscient collectif sur éventuellement une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui potentiellement pourrait dépasser l'intelligence humaine. Donc, il y en a encore qui croient à cette intelligence artificielle. J'ai beau être un spécialiste du domaine, pour ma part, ça n'arrivera pas, pour plein de raisons, des raisons qu'on pourrait aborder, ne serait-ce que l'efficience de ces technologies aujourd'hui qui s'appuient sur de l'informatique. Pour une intelligence et un nombre d'opérations par seconde réalisées par l'esprit humain, le rapport de consommation d'énergie est de 1 à 1 million. C'est-à-dire que là où le cerveau humain consomme 20 watts, une capacité de calcul équivalente avec nos technologies, on ne parle pas d'ordinateur quantique, mais technologies qu'on connaît dans le cloud, a besoin de 20 mégawatts. Donc pour vous donner juste une idée, on est très très loin d'une intelligence artificielle qui pourrait se comparer à l'intelligence humaine. Il s'agit de juxtaposition d'intelligence verticale, d'algorithmes qui sont développés pour réaliser des tâches spécifiques. Alors ces tâches, pour simplifier, elles sont de 2 ordres. Vous avez l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée, tâches cognitives. Et puis, vous avez la réduction de l'incertitude, c'est-à-dire là, on va être dans l'augmentation des décisions humaines. Et c'est sur ce versant-là que notre entreprise Quinten travaille le plus depuis maintenant 13 ans. On a réalisé à peu près 500 projets pour une centaine d'organisations, dont plus de 85% dans la santé, avec évidemment beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, je vais y revenir dans un instant, et aussi de plus en plus les hôpitaux, puisque nous avons eu le bonheur de co-développer une solution qui s'appelle Pharmia et qui, justement, a pour objectif de réduire la suralerte pour les pharmaciens d'hôpitaux lorsqu'il s'agit de revoir et de valider les prescriptions qui émanent des différents services de spécialité. Donc, c'est une première application que nous avons lancée dans le monde de la santé et des hôpitaux pour les professionnels de santé. Mais comme je l'ai commencé à le suggérer il y a un instant, l'essentiel de notre activité jusqu'à présent a été dédié à l'accompagnement des industriels de la santé, les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologie, les sociétés qui développent des dispositifs médicaux. Et je vais y revenir dans un instant parce que c'est un pan de la valorisation des données de vie réelle aujourd'hui qu'on a peu abordé. Donc je vais tâcher d'approfondir en quelques mots. Mais avant cela, peut-être donner 2 autres exemples que l'exemple Pharmia que je viens d'évoquer. Un premier exemple pour l'accompagnement du soin, c'est l'aide à la détection précoce des maladies rares. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez des adolescents qui ont la maladie de Crohn, par exemple. Il y a beaucoup de maladies comme ça, malheureusement, qui sont diagnostiquées très tardivement, pour une raison simple, c'est qu'elles ont des retentissements multi-organes. Donc vous avez des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes articulaires, des problèmes de sécheresse des muqueuses, qui souvent se traduisent par des problèmes ophtalmiques, l'œil sec par exemple. Et quand vous allez consulter les différents spécialistes, ils n'ont pas forcément connaissance d'abord de ces retentissements multi-organes, parce que vous n'en parlez pas nécessairement, puis d'autre part, ces maladies rares, par définition, elles sont peu connues. Or, la visite chez ces différents spécialistes sont des traces qui sont laissées par la prise en charge des patients. Elles sont présentes dans les systèmes d'information.
Donc hospitalisation, consultation, remboursement. Et ce qui est intéressant, ce sont des informations qui sont disponibles partout. Et donc l'interopérabilité est moins un problème que lorsqu'on parle de données plus spécifiques. Donc c'est ça qui est intéressant dans cet apprentissage automatique. Et Charlet l'a très bien expliqué. Quand vous prenez un organisme vivant, un être humain par exemple, mais c'est propre pas seulement du règne animal d'ailleurs, l'apprentissage, eh bien il y a le retour finalement, le blob, qui est l'organisme unicellulaire. On prend cet exemple souvent pour expliquer que ce n'est pas uniquement le propre de l'animal, va dans une direction, s'il rencontre du sucre, il continue, s'il rencontre du sel, il est repoussé, etc. Donc il y a un retour sur l'expérience. Il faut savoir que tous les acteurs autour du patient, alors bien sûr il y a les professionnels de santé, mais il y a aussi les industriels, on vient d'en parler, mais il y a aussi les agences réglementaires et les payeurs, qui sont des composantes fondamentalement importantes du système. Eh bien, tous ces acteurs qui cherchent à aider le patient à avoir une meilleure santé, hein. Même les agences réglementaires, elles sont là pour vérifier la sécurité des produits de santé, les payeurs sont là pour faire en sorte qu'il y ait une viabilité économique de ces systèmes et un remboursement. Il y a tous ces acteurs, et y compris les professionnels de santé, et c'est là le paradoxe, parce qu'ils produisent ces données de vie réelle, eh bien, n'ont pas cette boucle de rétrofeedback, pardon de l'anglicisme, mais ils ne peuvent pas apprendre, puisque leur action au quotidien ne permet pas un retour. Alors je pose comme exception le dialogue singulier dont il a été question entre le patient et le médecin, mais on voit bien que dans certains hôpitaux, la personne qui fait le suivi n'est pas forcément celle qui a fait la prescription. Donc on voit bien que cet apprentissage, il a du mal à se faire. Alors imaginez maintenant que, à l'échelle de votre vie, ce que vous faites et les conséquences de ce que vous faites, qui vous permettent d'apprendre, soient complétés par ce que font tous vos voisins et tous vos collègues, etc. La richesse de l'apprentissage que vous auriez. Ajoutez à cela que l'apprentissage humain est essentiellement inconscient. C'est-à-dire que n'arrive au stade de la conscience et de la connaissance que le haut de la partie visible émergée de l'iceberg. La puissance de ces outils d'apprentissage, c'est qu'on va apprendre de multiples entités, multiples individus, multiples organisations, et que l'essentiel va potentiellement être conscient. Parce que ce que je pourrais ajouter à l'exposé de Shirley il y a un instant, c'est que vous avez différents types effectivement d'apprentissage. Il y en a à qui on doit donner de l'information pour lui apprendre à savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, etc. D'autres qui sont dites non supervisées, qui vont chercher des structures dans les données. Vous en avez qui fonctionnent très bien sur l'image, d'autres sur des données d'autres natures. Vous en avez qui sont explicables, interprétables, et d'autres qui sont des boîtes noires, comme le deep learning, etc. Et tout est dans le choix du bon outil par rapport aux besoins. Et donc ce que je voulais dire quand je fais cette petite parenthèse, c'est qu'il y a des outils qui permettent de faire progresser les connaissances et de générer de nouvelles hypothèses et de les valider, de faire progresser le corpus de connaissances. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je refais une parenthèse dans la parenthèse, pardon, mais c'est extrêmement intéressant pour nous, la France et l'Europe. Parce que là où vous avez une Chine qui est totalement, structurellement dans les problèmes de productivité, il y a une médecine ancestrale, mais qui est préventive essentiellement, et qui est totalement démunie face à l'explosion des maladies modernes. Et des États-Unis qui, eux, sont obsédés par l'efficience, non pas notre médecine séculaire et la connaissance à protéger, celle qu'on a aujourd'hui. L'Europe peut être le berceau d'une économie de la connaissance en médical, et je suis personnellement convaincu que ces technologies d'intelligence artificielle vont contribuer à faire advenir cette économie de la connaissance. Et donc je vais revenir très vite sur le pharmaceutique. Il a été très bien expliqué que les critères d'inclusion et d'exclusion des laboratoires pharmaceutiques dans leurs études rend compliqué de temps en temps le recrutement des patients. Bon. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui, grâce au branchement avec les hôpitaux, sont capables de dire, en fonction de vos critères d'inclusion et d'exclusion, il y a tant de patients dans tel centre, tant de patients, tant de patients. Mais dire cela, c'est vrai, mais c'est obérer toute une partie qui finalement correspond à la grosse valeur. C'est comment, à l'aide de ces données de vie réelle, et c'est intéressant du point de vue sémantique, parce que le professeur Coll parlait des données de vie réelle en parlant des objets connectés et de ce qui se passait chez le patient une fois qu'il retourne chez lui. Les laboratoires pharmaceutiques parlent de données de vie réelle différemment. Eux, ils se disent, les données d'essais cliniques sont représentatives de très peu, finalement 5, 10, 15, 20% au maximum de la population à qui on veut s'adresser avec nos nouveaux produits. Et donc, ce n'est pas de la vie réelle, ça, c'est une expérimentation. Un essai clinique, il est limité dans le temps, il est fait sur un nombre réduit de patients.
Et donc, la donnée de vie réelle, ça va être celle qui est générée pendant le soin, mais aussi celle qui est générée par le patient à la maison, qui a des objets connectés, etc. Et là où elle est fondamentalement importante, cette donnée de vie réelle, c'est qu'elle permet précisément d'éclairer le design de ces essais cliniques. C'est-à-dire comment relaxer ces critères d'inclusion, d'exclusion, tout en maintenant, voire en augmentant les probabilités de succès de leur étude clinique. Comment faire le lien entre le critère d'évaluation à court terme, qui va être tantôt un indicateur cardiaque, tantôt une glycémie, tantôt par rapport aux bénéfices à long terme qu'on veut générer, qui sont différents, sur la base desquels finalement le produit, à un moment donné, produit de la valeur et donc est remboursé. Ce bridge, ce pont entre l'efficacité à court terme et les bénéfices à long terme de ces produits, ce sont les données de vie réelle qui permettent de les combler. Et donc, il y a une valeur énorme. Pourquoi ? Je donnerai qu'un chiffre. Aujourd'hui, on évalue à 2 milliards de dollars, d'euros, peu importe, mais la mise sur le marché d'une nouvelle molécule, pas parce qu'un programme coûte 2 milliards de dollars, mais parce qu'avant d'arriver sur le marché, il y a eu un taux d'échec sur la vaste majorité de tous les programmes de développement qui font que quand on arrive à en mettre un sur le marché, eh bien quand on consolide les coûts, ça fait 2 milliards. Mais les données de vie réelle permettent d'éclairer le développement de ces molécules et donc d'arriver à des coûts bien inférieurs. Vous voyez les enjeux dont on parle. Et donc, je terminerai, pardon d'avoir été un petit peu long, par dire que le développement d'usage pour les professionnels de santé, à partir de ces données de vie réelle, c'est clairement l'objectif. D'abord, c'est l'objectif de notre entreprise aussi, on est convaincu de ça. Il y a un certain nombre d'obstacles, hein, ils sont nombreux. Il y a bien sûr la validation, il y a l'homologation, il y a l'adoption, on pourrait revenir peut-être tout à l'heure sur les freins à l'adoption, etc. Bon, c'est long. Vous avez des besoins immédiats de cette industrie, immédiats et considérables. Et vous pouvez tout à fait les adresser. Il y a des spécialistes dont on fait partie. Ces spécialistes peuvent vendre non seulement des prestations, mais développer des modèles. On parlait tout à l'heure d'économie de la connaissance. Cela génère des revenus et il est tout à fait normal que les établissements qui détiennent ces données perçoivent une partie de ces revenus. Voilà. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et je forme le vœu que la France et l'Europe soit, comme je le disais tout à l'heure, le berceau des modèles de référence par pathologie, parce que c'est ça, aujourd'hui, qui, au niveau international, va régir non seulement le développement des médicaments, des dispositifs, des molécules, mais aussi le déploiement des outils d'aide à la décision, parce qu'eux aussi s'appuieront sur des modèles de référence par pathologie. Merci beaucoup Alexandre Templier. Cette évolution est possible grâce à des sociétés comme la vôtre. Et donc, si ça vous a donné envie de découvrir une des solutions de votre société, qui s'appelle donc la solution Pharmia, il y aura une démonstration qui sera opérée demain par le pharmacien de l'hôpital de Valenciennes. Et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le directeur général également du CH de Valenciennes, monsieur Rodolphe Bourret, sur notre stand. Donc, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Ce sera entre midi et 2h sur le stand de Santexpo. Voilà, alors nous sommes arrivés à l'issue de ces interventions de nos experts pour cette table ronde. Vous allez pouvoir peut-être leur poser des questions dans un instant, peut-être préalablement juste vous laisser réagir entre vous sur les interventions des uns et des autres. David, je te propose de lancer cette première échange entre ces personnes. Oui, merci Déborah. Écoute, merci, c'était très riche, très varié. On voit que les attentes sont fortes, des interrogations, des envies, des challenges, on a bien vu. Donc on est ravis, en tout cas, d'y contribuer et de participer ce soir à faire avancer modestement, hein, parce que c'est vrai qu'on échange dans les préparatifs. On avait dit qu'on était quand même dans une démarche préparatoire, de réflexion, même si on a vu qu'il y a déjà de belles initiatives. Donc je proposais, pour commencer un petit peu nos échanges entre les intervenants, de proposer au docteur Tréluyer de pouvoir rebondir un peu sur la vision 2030 de votre homologue au CHU de Liège, notamment autour de l'enjeu du financement, de l'éthique et de la valorisation des data, sur un horizon d'une dizaine d'années. Je vous laisse vous prononcer, même si vous avez encore des questions, j'imagine, qui ne sont pas encore tout à fait répondues. Alors, toujours compliqué dans la technologie à se dire ce qu'on fera dans 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez... si en 2011 on serait là. Bon. Je ne suis pas sûr. Covid, le truc. Donc, on aura peut-être une autre chose que le Covid en 2030. Ou pas.
Sur les enjeux éthiques, on est d'accord, j'en avais parlé, c'est un élément essentiel de la confiance. Donc il est nécessaire qu'on travaille sur ces questions-là. On l'a vu à travers différents débats qu'on a eus sur où sont les données, qui les utilise, qui y accède, et une grosse crainte des patients sur l'utilisation par les pharma. Donc ça fait partie des choses qu'on doit gérer, de cette inquiétude qu'on peut avoir autour de cette utilisation des données. L'autre élément, c'est la confiance dans l'IA. C'est-à-dire que quand vous allez voir un médecin, vous avez un médecin, une personne devant vous. Vous n'avez pas un ordinateur. Maintenant, il y a un écran devant, mais il y a toujours un humain. Si on explique maintenant que votre radio est interprétée par un algorithme d'IA, que votre lame d'anapathe a été interprétée par une IA, que le diagnostic, le traitement a été proposé par un algorithme d'IA, ça va être quoi la réflexion et la confiance que vont garder nos patients? Donc la réponse, il y a plusieurs réponses, mais probablement pour nous, c'est de mieux travailler sur la validation de ces algorithmes qu'on va utiliser. Donc si on veut garder cette confiance, il y a besoin de garder cette validation. Ça fait partie des éléments qu'on est en train de travailler avec une équipe un peu spécifique qu'on est en train de monter là sur le site de l'Hôtel-Dieu. Mais pour travailler autour de ça, sur cette partie voilà, vraiment valorisation et confiance et validation de l'ensemble de ces algorithmes. Sur la partie financière et sur cette partie, donc on en a parlé, oui, il faut partager les revenus, on ne sait pas le faire. On a beaucoup travaillé avec le SDT Hub, ça fait 2 ans qu'on y travaille, on n'y est pas arrivé. Je pense qu'on a dû passer des heures et des heures actuellement. On n'y arrive pas. Alors on le fait maintenant, on a eu 4 accords signés récemment sur la partie maladies rares, puisque la PHP gère pour le compte du ministère de la Santé la Banque nationale des données maladies rares. Donc dans ce cadre-là, sur une banque spécifique qui est très riche à travers un set minimal, on a pu signer un certain nombre de choses, sous couvert du ministère de la Santé. C'est de l'argent qui permet d'alimenter la BNDMR et d'activer ça, mais on est dans un modèle spécifique. Il faudra probablement qu'on reproduise ce modèle avec des intermédiaires comme Quintiles ou d'autres, mais en tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on sait peu se positionner actuellement. Et simplement, la seule chose qu'on a dit, nous, au ministère de la Santé, si vous ne créez pas un modèle économique, le modèle va s'arrêter. Il y a un moment, les investissements que nous, on mène, on met sur la table plusieurs millions d'euros dans un contexte économique difficile. Donc, ça marche parce que le directeur général a cette volonté-là. À un moment, il va... voilà, moi, j'ai eu 28 postes récemment. Dans un contexte où on est plutôt en train de freiner le nombre de postes, dans un secteur public, c'est pas simple. Donc, sur ce sujet-là. Donc, vraiment, il faut qu'on alimente et on n'arrive pas à trouver ce modèle-là. Je sais qu'il y a eu des discussions dans le PLFSS 2022. Ça s'est arrêté. La proposition, l'article n'est pas arrivé jusqu'au bout parce qu'il y a eu des débats un peu surprenants. Je pense qu'il est important que les hôpitaux obtiennent un mode de financement, et je ne sais pas quel modèle de financement il faut, ce n'est pas moi qui ferai ces propositions-là, mais il faut qu'on arrive à ce modèle-là d'alimentation si on veut avoir des données et on veut garder l'excellence. Vous avez parlé d'excellence, on est tous convaincus qu'il faut le faire. Moi, j'ai un sujet pour terminer là. Vous avez parlé de l'anapathe, la numérisation. Si on n'a pas de fonds, on n'a pas d'aide pour numériser les lames d'anapathe, on n'aura pas de lame virtuelle et on ne fera pas de recherche sur la lame virtuelle. Donc il y a un moment, comment on lance un plan, comme on l'avait lancé sur les PACS en 2008, 2007-2008, comment on travaille là-dessus, comment on travaille sur cette numérisation. Et là, j'ai un renvoi de balle assez intéressant entre l'industrie, la santé, qui fait quoi, etc. Tant qu'on n'arrive pas à ces éléments-là et qu'on n'a pas cette volonté-là, cette vision-là, et on devrait avoir la chance d'être dans le cadre de France Relance ou d'autres, on bloquera sur nos sujets. Et ça fait partie des éléments, en tout cas, qu'on pousse actuellement, que mon directeur général pousse. Je sais que la conférence est DG dessus parce qu'on a préparé un certain nombre de propositions et je sais que ça pousse aussi à ce niveau-là pour qu'on avance sur ce sujet-là. Merci. Je crois qu'il y a plusieurs réactions parmi sur le M. Bess. Data Hub, la conférence des DG, justement, a été très prudente. Alors, les grandes institutions comme la PHP, à la demande du ministère de la Santé, ont participé à ce montage, mais cette espèce de grand machin où on est censé pousser toutes les données de santé sans savoir comment elles seront exploitées, avec quelle modalité,
et éthique et de suivi de l'exploitation de ces données, de leur interprétation et de la compensation des producteurs de ces données, c'est-à-dire essentiellement les hôpitaux, le tout piloté par l'INSERM avec une vision très unilatérale de cet institut, c'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si on disait qu'on avait voulu en plein Covid généraliser la télémédecine, mais sans arriver enfin à un modèle économique de financement de la consultation de télémédecine. Or, pourquoi on a pu généraliser la télémédecine? Enfin, c'est parce que enfin, la téléimagerie et la téléconsultation ont été admises au remboursement, comme une consultation externe classique. Donc, tant que ce Health Data Hub sera perçu comme un système de rapt de la donnée pour en faire une exploitation qui n'est pas ensuite retournée vers ses producteurs, je pense qu'il y aura des réticences et des questionnements, en tout cas, faute d'un modèle économique stabilisé, qui devrait l'être par le ministère de la Santé lui-même, puisque c'est encore lui qui a demandé et encouragé certains CHU, les plus importants d'entre eux, à rentrer dans ce système du Health Data Hub. En tout cas, la conférence des DG est très prudente sur ce sujet, parce qu'encore une fois, pour donner de la valeur à une donnée, il faut savoir, 1, l'interpréter, 2, l'exploiter, et 2, en faire un retour vers ceux qui l'ont produite pour l'accompagner dans la durée. Oui, je vois que le sujet est sensible et encore à travailler. Peut-être Shirley, une réaction? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut absolument trouver un modèle pour valoriser la donnée, mais je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment sur le fait de remplacer les professionnels de santé par des algorithmes d'IA et le danger qu'il y a derrière ça. Donc effectivement, c'est un énorme danger. Le but n'est pas du tout, en tout cas dans l'esprit de ce qui nous anime au quotidien chez Software Médical, de remplacer le professionnel de santé par une intelligence artificielle, mais bien au contraire, de lui mettre à disposition des solutions, des outils, des facilités qui vont lui permettre de libérer du temps médecin et de prendre des décisions de la meilleure qualité possible et de fluidifier son travail au quotidien. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour Facebook pendant les élections américaines, on a vu que tout modèle d'IA, aussi performant soit-il, peut se faire un petit peu pervertir et on peut en perdre le contrôle sans même comprendre comment l'algorithme s'est auto-adapté, comment lui-même il a évolué. Et c'est un des risques du deep learning ou du machine learning. Il y a tellement de paramètres à jouer qu'au bout d'un moment, même les concepteurs de l'arbre de décision ou du modèle mathématique qu'il y a derrière ne savent plus exactement comment il marche et pourquoi telle ou telle décision est prise. Et sur le mur Facebook, pourquoi telle news arrive avant telle autre. Oui, peut-être ajouter une remarque. Peut-être ajouter une remarque parce que, en fait, la difficulté dans la valorisation des données, c'est que la donnée n'a pas de valeur intrinsèque. La donnée n'a une valeur que par rapport à son usage, exactement. Et c'est la raison pour laquelle la donnée ne peut pas avoir un prix. En revanche, si au lieu de vouloir fixer un prix, et je pense que c'est ça le souci au niveau du HDH et au niveau des discussions qui se produisent avec les centres hospitaliers, je pense que ça va finir par se dénouer. Parce que à partir du moment où on va comprendre qu'il ne faut pas fixer un prix d'emblée, c'est possible, il y en a qui le font, ça marche. Et si on veut vraiment déverrouiller et libérer les énergies, il ne faut pas fixer un prix d'emblée. Il faut par contre exiger un retour qui pourrait être une proportion du chiffre d'affaires généré soit par des analyses vendues, soit par des licences d'algorithmes développés à partir des données. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, ça marche très très bien et ça passera à l'échelle. J'en suis sûr, il n'y a pas d'autre moyen de débloquer les choses. Merci beaucoup pour ces échanges et ces remarques que vous avez faites. Alors, je crois savoir que nous avons parmi nous dans la salle le docteur René Mess, qui est également DG des hôpitaux du Luxembourg. Est-ce que vous pouvez vous manifester que l'on vous voit ? Extraordinaire, merci. Je savais que vous étiez parmi nous et peut-être vous avez une réaction et une opinion à émettre suite à tous ces exposés qui ont été faits. Donc d'abord, je suis très content d'être parmi vous. Je pense que c'est une expérience pour moi qui suis directeur général depuis peu, qui m'apprend beaucoup d'éléments intéressants. Au Luxembourg, on a souvent l'habitude de regarder ce que font nos voisins, les grands voisins des différents côtés, et les voisins un peu moins grands du côté belge, mais qu'on apprécie beaucoup. Et donc, clinicien pendant une vingtaine d'années, neurologue, donc on se pose beaucoup de questions par rapport à la relation par rapport aux patients. Et donc il y a une question, et le mot n'est pas encore tombé, mais un mot qui est essentiel, c'est la responsabilité.
Si on parle de confiance, je pense que qui est responsable? Qui est responsable s'il y a des algorithmes? Qui est responsable quand il y a un deep learning qui prend une certaine décision? Je pense que ça, c'est un des éléments qui valent la peine d'être discuté entre nous. L'autre élément qui, pour moi, est aussi important, c'est finalement aussi par rapport... Qu'est-ce que j'allais dire? D'abord, on va répondre à cette question-là par rapport à la responsabilité qui, pour moi, est un élément essentiel qu'il faut absolument tomber d'accord comment on règle ce problème-là. Je pense que le responsable, ça doit être évidemment le médecin. In fine, ça devra toujours être le médecin. Dans l'état actuel des choses, je pense qu'au niveau juridique, c'est relativement clair. Et je crois que ça doit le rester, bien entendu. Alors, il faut un peu contextualiser les choses. Donc, quand un médecin est face à un patient qui a un dossier médical très lourd, parce qu'il a des antécédents importants, qui a une multitude de données à regarder, ce n'est pas toujours optimal, pour le dire de manière gentille. Donc, soit c'est un médecin qui connaît parfaitement le patient et qui connaît tous ses antécédents, ou bien quand c'est une nouvelle pathologie ou un second avis, etc., ça peut prendre énormément de temps d'aller voir dans l'ensemble de ces données. Et donc, là où l'intelligence artificielle peut nous aider et devra nous aider, c'est de lier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les données qui sont probablement excessivement nombreuses de ce patient, qui a des données de biologie clinique, de cytologie, d'anapath, et puis progressivement de biologie moléculaire, de protéomique, de génomique, de métabolomique, etc., des données manuscrites, et de faire le lien entre toutes ces données personnelles du patient et ce qui est, donc ça qui est en principe dans son DPI, mais auquel il faut prendre le temps d'y avoir accès en tant qu'humain, et d'autre part les recommandations qui sont formulées par les guidelines, qui sont disponibles évidemment soit sur les serveurs de l'université et de l'hôpital, ou de toute manière accessibles en général librement, extérieurement, sur Internet. Et si vous voulez, à titre individuel, faire un travail comme ça, eh bien, ça peut prendre longtemps, et longtemps étant probablement plus qu'une heure. Alors, l'intelligence artificielle peut nous aider à aller beaucoup plus vite et en l'espace de quelques minutes, voire une minute ou deux, fournir des éléments. Alors, bien entendu, derrière ça, le médecin doit être capable de trier et de donner et de prendre un diagnostic. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer aux patients. Ce n'est pas la voiture qui se balade toute seule dans les rues de San Francisco en attendant de savoir combien il y a de morts. Merci. Je peux peut-être compléter. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Si on doit prendre l'exemple de la voiture de San Francisco, qui se balade, etc. Un des problèmes qu'il faut résoudre dans la voiture autonome, c'est si jamais il y a un papier qui vole sur la route, savoir que c'est un papier volant, la voiture peut rouler dessus, ou est-ce que c'est un pavé et la voiture va s'éclater dessus. Donc il y a des choses où il faut interpréter en fonction du contexte. Pour revenir sur la question de qui est responsable, effectivement, la responsabilité appartiendra toujours au médecin. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il a fait tant d'études et qu'il a cette capacité à diagnostiquer et à prendre des décisions. Les outils d'aide à la décision, les outils d'intelligence artificielle sont là pour lui, comme ça vient d'être dit, faciliter le travail. Des solutions de NLP, donc on va dire de traitement ou d'analyse de texte en langage naturel dans tout un tas de documents sont maintenant assez abouties et permettent effectivement d'aider un médecin, s'il doit faire une anamnèse ou quelque chose comme ça, à avoir assez rapidement une synthèse de l'historique du patient qui mettrait effectivement certainement même plus qu'une heure à faire s'il devait regarder un dossier complet. Là, c'est tout autre chose. C'est le médecin qui va engager ses responsabilités. On pourrait même forcer le trait en disant que peut-être un jour, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais rien, la responsabilité sera engagée du médecin parce qu'il n'a pas utilisé ce genre de système. On pourrait même aller jusque-là. Mais voilà, c'est tout. Alors, c'est tout pour l'instant, mais je voudrais... Oui. Pour les gestionnaires hospitaliers, voilà. Excusez-moi, ces sujets d'accompagnement de la communauté médicale sur le déploiement des outils d'aide à la décision, voire d'intelligence augmentée, soient clairement implémentés dans nos outils d'accompagnement de ces tâches répétitives de manière consciente, éclairée et pertinente. Donc nous, on a mis en place très récemment à Nîmes une délégation, c'est-à-dire une structure comme celle que j'avais dirigée avec Joël Ménard à Paris pour la recherche clinique,
mixte dans son objet, c'est-à-dire médecin et directeur des systèmes d'info, avec tout un tas de médecins essentiellement radiologues, mais aussi biologistes, sur l'acceptation institutionnelle de l'implémentation dans l'aide aux interprétations de différentes pathologies et de techniques déployées par des logiciels ou par des systèmes experts dédiés. Et donc le fait qu'il y ait un outil de gouvernance nouvellement créé qui portera des décisions éclairées sur l'acquisition et l'implémentation de tel ou tel outil à la décision et à l'interprétation, en rend les cliniciens pleinement responsables, puisque c'est eux qui en instruisent et l'opportunité et la décision finale de déploiement. Donc c'est très important. Ces débats existent aussi dans les sociétés françaises, comme la Société française de radiologie, l'IA comme complément pour radiologue et non pas comme substitution au radiologue. Et les débats de la Société française de radiologie font écho au fait qu'encore une fois, ces outils doivent être déployés en pleine conscience, y compris de la part de la communauté médicale qui les utilisera. Merci beaucoup. Écoute, Déborah, je voulais profiter ce soir de la présence de différentes personnalités dans notre salle pour évoquer un sujet que nous avons abordé tout à l'heure autour de la souveraineté, à la fois des data, des logiciels, de nos entreprises. Nous avons la chance aussi d'avoir M. Robert Picard, si peut-être on peut lui passer un micro, qui est digne représentant du ministère de l'économie et qui, avec différentes personnalités, a lancé une mission sur les sujets de filière de e-santé française. Donc c'était l'opportunité de pouvoir lui donner la parole pour nous présenter l'objet de sa mission, où il en est. Alors, je vous remercie beaucoup. Je précise tout de suite que, bien qu'appartenant au Conseil général de l'économie, la mission que j'ai conduite procède d'une action lancée par la DNS, donc par le ministère de la Santé. Comme quoi les ministères, parfois, arrivent à travailler ensemble. Nous avons, avec Nicole Hill, présente à côté de moi, animé en effet un groupe de travail pendant 1 an et demi, dans lequel un constat a été fait sur les difficultés du développement du numérique en santé. Et je crois que dans les nombreux témoignages qui ont lieu ici, on retrouve tout à fait le bilan qui a été fait et qui résulte de 2 enquêtes nationales. Ça tient en quelques mots. 1, une circulation maîtrisée des données. Tous les mots sont importants. Circulation, maîtrise et données. Et là-dedans, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, mais comme on l'a entendu, les données elles-mêmes et leur qualité sont un élément essentiel. 2e point, la question de la participation. Le numérique ne se décrète pas. Il se fait avec et pour les gens. Donc il n'y a pas des technologues dans un coin qui vont faire des applications tout seuls. D'ailleurs, les vrais, ceux qui réussissent, savent bien qu'on ne peut réussir la numérisation qu'avec les gens qui s'en servent. Et la 3e dimension, c'est celle du financement. Et bien sûr, c'est très bien d'avoir de l'argent public. Mais si les entreprises ne sont pas capables, avec cet argent, d'installer des produits qui fonctionnent, qui trouvent leur marché, eh bien, on n'a pas gagné. Et la question, le défi du modèle économique des acteurs du numérique reste plein et entier. Enfin, cette question, elle reste à traiter. Et puis, un dernier petit point qui a été traité dans ce groupe de travail, c'est tirons les leçons de la crise Covid. Et merci à Laurent Tréluyet d'avoir largement insisté sur ce point. Je pense qu'on a encore à le faire. Alors, à partir de ce constat est partagé. Il y avait dans le groupe de travail des praticiens, des hospitaliers, des chercheurs, des entreprises, des petites, des grandes, des associés du DM. Bon, que fait-on? Eh bien, justement, on passe à l'acte. Parce que faire du numérique, penser la valeur du numérique, ne peut s'apprendre qu'en faisant. C'est un savoir expérientiel. Donc, dans le cadre de ce travail, on a identifié sur le territoire national, 8 grands territoires qui travaillaient sur l'implémentation du numérique en se posant la question de la valeur du numérique pour notre système de santé. Pas seulement pour l'hôpital, pas seulement pour la ville, pas seulement pour tel ou tel, mais pour la population et les soignants qui s'en occupent. Donc 5 de ces territoires ont été portés par la Fédération hospitalière de France et 3 de ces territoires sont financés par la BPI. Et l'exercice qui est devant nous, sous la houlette de Paris Santé Campus et sous la houlette aussi du comité stratégique de filière, c'est de regarder, d'accompagner, de croiser les expériences de ces territoires et de les diffuser. Merci. Merci M. Picard pour cette belle énergie, cette belle initiative, et je pense qu'on va tous contribuer à notre niveau parce que c'est un sujet extrêmement important. J'en profite. En plus, c'est une transition.
Exact. Mais alors, dans le prolongement de ce sujet de souveraineté, nous avons aussi la chance d'avoir dans la salle un haut représentant en fait, d'Asso Systèmes, qui est un bel exemple de réussite française à un niveau mondial. Donc je crois que nous avons la présence de M. Naon. J'aurais bien souhaité qu'il puisse intervenir pour nous faire une petite présentation des travaux autour de l'IA d'Asso Systèmes. On va vous donner un micro. Qui a juste derrière la un caméra, rayonnement là-bas. mondial. Si vous pouvez vous mettre debout, il est là, derrière. Voilà, il était juste à l'angle. Alors, je profite là juste de ces petites secondes où on donne le micro à Monsieur Naon pour vous signifier que d'ici très peu, nous ouvrirons le cocktail dînatoire, qu'il y aura juste après cela possibilité de continuer d'échanger de manière informelle durant le cocktail, parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet qui prête beaucoup à réflexion, et vous avez sans doute des questions encore à poser, donc vous pourrez le faire autour de ce cocktail. Nous aurons notre invité surprise dont on vous parlait tout à l'heure, et puis une conclusion qui sera apportée par le professeur Évrard. Bonjour, merci de me donner la parole. Je représente plutôt le lab, le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, où nous on accompagne en fait des startups dans l'usage, entre autres, forcément du numérique et de nos solutions, et très souvent pour une meilleure santé, pour un meilleur bien-être et en tout cas pour un impact positif. Je n'ai pas nécessairement de mandat ici pour représenter Dassault Systèmes, donc merci pour votre introduction, mais je serais ravi de m'entretenir personnellement avec vous si vous le souhaitez pendant le cocktail. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aurais aimé pouvoir vous donner la parole dès maintenant et pouvoir poser vos questions, mais je vous laisserai le faire autour du cocktail parce que malgré tout, je sens que vous avez soif aussi. Donc on va essayer de terminer cette soirée en respectant un tout petit peu nos délais. Alors cet invité surprise, qui était-il ? Nous avons tout à l'heure eu une petite introduction qui a été faite en parlant de Paris Santé Campus, et nous avons la chance parmi les invités de marque que nous avons parmi nous ce soir d'accueillir le professeur Ténière, que je demande de rejoindre la scène. Merci de l'accueillir comme il se doit. Le professeur Antoine Ténière, qui est directeur de Paris Santé Campus et à qui je donne le micro pour nous faire un petit exposé. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, bonsoir à tous. Merci à tous les intervenants. J'ai trouvé les débats absolument passionnants. On voit bien toute la complexité que ces questions et ces nouvelles technologies posent, et à la fois tous les enjeux qu'il y a pour notre système de santé. Et c'est avec cette logique-là, justement, que le président de la République a souhaité mettre en place un programme emblématique qui accompagne la transition numérique du système de santé. Vous savez que la santé est un secteur ultra régulé, qui est riche en innovation, mais qu'il faut accompagner aussi dans ses évolutions. Et l'enjeu ce soir, c'est d'arriver, à travers les exemples qui ont été montrés sur l'IA, mais qui se nourrit d'autres éléments qui sont les données, qui doivent se nourrir elles-mêmes d'une culture spécifique, qui doivent se nourrir de modèles de valorisation et de tout un ensemble de visions qui sont extrêmement importantes, d'arriver à rassembler dans un centre tout à fait emblématique et unique au monde toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes compétences autour de ces questions de transformation numérique du système de santé. Que ce soit des chercheurs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des financeurs, que ce soit des soignants, que ce soit des étudiants, parce qu'il faut former les métiers de demain, que ce soit des institutions. On a beaucoup parlé du Health Data Hub, qui est évidemment partie prenante de Paris Santé Campus, ou que ce soit les directions centrales des différents ministères qui accompagnent le programme, ministère de la Santé, ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Économie et des Finances, évidemment secrétaire d'État au numérique. Toutes ces compétences seront rassemblées dans un site unique qui sera l'hôpital du Val-de-Grâce rénové pour l'occasion, avec un délai de réhabilitation de quelques mois, voire quelques années, mais qui démarre en fait sur un premier site dans le 15e arrondissement d'ici une quinzaine de jours. Et donc à la fois un ancrage physique parisien, mais une volonté nationale, comme ça a été bien souligné par Robert Picard, d'associer toutes les bonnes initiatives territoriales pour faire grandir justement toutes ces questions sur le numérique en santé. L'enjeu étant d'arriver à fédérer un écosystème national, de le rendre visible, de le rendre synergique et puis de le rendre en capacité de créer un pôle international extrêmement fort, comme on peut le voir dans d'autres thématiques, à Boston, à Pékin ou sur d'autres aspects. 5 grandes institutions qui se sont rassemblées, l'INSERM, l'INRIA, l'Université PSL, le Health Data Hub et l'Agence du numérique en santé, mais en lien très fort avec toutes les
initiatives françaises autour de la santé, la PHP notamment, et à travers le programme Hôtel Dieu, et beaucoup d'entreprises et d'industriels qui nous rejoignent, que ce soit des jeunes start-up ou des grands groupes, avec la logique d'accompagner justement le dynamisme entrepreneurial autour du numérique en santé, pour mettre en place dès maintenant justement ces initiatives autour du numérique en santé. Voilà. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous autour du cocktail, et je vous remercie beaucoup de ces quelques instants de présentation de Paris Santé Campus. Merci. Merci beaucoup. Très beau projet que nous allons suivre de près. Avant de passer à la photo de classe,